Bienvenue dans l'arrière-boutique, le podcast des petits e-commerçants ambitieux. Nous sommes Théo et Victor, un duo d'experts en marketing digital. Nous accompagnons au quotidien les petites entreprises à générer de la croissance. L'objectif de ce podcast est d'interviewer des experts du e-commerce, des e-commerçants pour t'inspirer, te challenger et t'aider à développer tes ventes. Anecdotes, astuces et apprentissages, on te propose de plonger au cœur des enjeux du e-commerce et de découvrir les secrets qui se cachent dans l'arrière-boutique. Et bonjour à tous, bienvenue dans l'arrière-boutique pour ce premier épisode du podcast. Je suis en compagnie de mon duo de choc Théo Fonvieille et aujourd'hui on reçoit Xavier Alves de l'entreprise Pototam. Comment ça va Xavier ? Ça va super, merci de me recevoir. Vous allez comment vous ? Super. Ça va super, merci Xavier. Pour ce premier épisode, on va parler emailing et conseiller Xavier sur la façon dont il peut utiliser ce canal pour augmenter les ventes de son e-commerce Pototam. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter et surtout nous en dire un petit peu plus sur ton activité ? Qu'est-ce que fait Pototam ? Ouais, il n'y a pas de souci. Donc moi c'est Xavier, j'ai 35 ans, j'habite dans la Loire à Montbrison. Et il y a 3 ans, avec ma femme, on a lancé une marque de soins à destination des bébés et de leur maman. Une marque de produits, alors cosmétiques, on n'aime pas trop le mot, mais de soins pour la peau. Donc on conçoit et on fabrique nous-mêmes les produits et on les vend aussi. On a commencé sur notre site internet, donc il y a 2 ans et demi maintenant. Un petit site WordPress qu'on avait au début et voilà. Après on a commencé à vendre aussi via des distributeurs. Notre site a pas mal stagné pendant un moment. On a fait une refonte du coup fin d'année dernière. Donc au final, c'est un support que vous souhaitez développer aujourd'hui ? Ouais, oui, exactement. On a vu, en fait, on n'était pas très confiant au début. Après, le fait d'avoir un Shopify et puis quelque chose de un peu mieux aussi référencé au niveau SEO et tout un tas d'outils dont on parlera peut-être par la suite. Mais Bien sûr. du coup, ça nous a vraiment permis de booster quand même les ventes et le site. Et on voit que c'est un canal qui, avant, qu'on laissait un petit peu à l'abandon. Ouais. Par manque de temps, par manque de connaissances, mais maintenant qu'on voit ce qui peut se faire et qu'on a un peu mieux pris en main l'outil aussi, ouais, c'est quelque chose qu'on cherche à mettre en avant, quoi. C'est un bon canal de vente et en plus une jolie vitrine pour les produits. Ouais. Petite question entre WordPress et Shopify, qu'est-ce que tu as trouvé de mieux, de moins bien Bah, disons que le WordPress, en fait, j'étais extrêmement dépendant du webmaster. Ouais, Moi, je suis pas calé du tout en informatique. ok, Et clairement, dès qu'il y avait une appli, un add-on ou quelque chose comme ça à mettre, j'étais obligé de faire appel à lui. Dès qu'il y avait des modifs à faire un petit peu poussés, il fallait tout de suite rentrer dans le code ou des choses comme ça. Donc c'était tout de suite compliqué. Là où un Shopify est beaucoup plus facile à prendre en main. Alors il y a toujours des choses que j'arrive pas à faire, mais en tout cas pour les basiques, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer comme interface, quoi. Au final, beaucoup plus adapté à une boîte de votre taille. Du coup, il y a combien de personnes dans Pototam ? On est 3. Il y a ma femme, Manon, Marine, notre alternante qu'on a embauchée depuis le mois de septembre, et moi-même. Ok. Donc au final, CMS plutôt intéressant, Shopify, par sa modularité et la capacité à faire des modifications, installer des plugins. Ouais. Et, on va en parler, mais ça a aussi des facilités sur tout ce qui est plugin des canaux d'acquisition. On a des intégrations avec Meta, on a des intégrations avec les outils d'emailing, comme Klaviyo, comme Sendinblue, où c'est un CMS qui est monté en puissance sur les dernières années et qui aujourd'hui a plein d'avantages comparé à d'autres. Ouais, plus le site est bien structuré, je dirais dès le début, tout est natif et tout, et donc nous on l'a vu aussi sur les performances, ne serait-ce qu'en termes de rapidité d'ouverture de page, des choses comme ça. Alors après, c'était peut-être lié au WordPress qu'on avait avant, mais on voit que ça a quand même bien amélioré les choses, quoi. et pour situer un petit peu ton e-commerce pour des personnes qui découvrent un petit peu l'entreprise et pour d'ailleurs des e-commerçants des petits et peut-être bientôt des grands, où est-ce que tu te situes toi, donc en mensuel, si on devrait faire une moyenne? On va dire entre 3 et 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ok. Là où avant, alors le site est en place depuis 6 mois. Avant, on tournait, quand on tournait à 1000 ou 1500 euros, on était déjà content, quoi. Après, pareil, on aura l'occasion
d'en discuter, mais on est sur un milieu, les produits cosmétiques, qui est extrêmement concurrentiel. Oui. Donc c'est compliqué aussi de sortir du lot. On a beau avoir le bon SEO et tout ça, il y a une certaine notoriété à atteindre avant de générer vraiment beaucoup de trafic et de sites. Et puis après, on fait pas non plus beaucoup de publicité, de Google Ads ou de choses comme ça. Donc voilà. Potentiellement aussi un bon positionnement à avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez un positionnement qui est plutôt tranché. Tu devais nous l'expliquer un petit peu pour qu'on finisse de poser un peu le cadre de positionnement de Pototam. Aujourd'hui, tu as dit des soins pour bébés naturels. Tu n'aimes pas trop le terme de cosmétique. Ouais, on fait plutôt des produits de soins de la peau, des produits d'hygiène. On fait des savons, des produits pour le change, des Ok. produits nourrissants pour les peaux sèches, des choses comme ça. On fait pas tout ce qui est les gens quand on parle de cosmétique, ils entendent un peu maquillage. Ouais. Voilà, c'est pas trop non pour les petits, c'est pas trop notre truc. Donc voilà, et on est effectivement on est 100% naturel. En fait, notre but c'est de revenir vraiment à des formules qui sont très minimalistes. On a Ouais. maximum 8 ou 9 ingrédients dans nos formules. Le but, c'est d'enlever tout ce qui est ingrédients superflus, tout ce qui est pas utile pour la peau, finalement, on le retire Ouais. de nos formules. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est Tout ce qui est lancé. On a des produits colorant, qui sont- parfum. C'est ça. On n'a pas de colorant, pas de parfum, pas de conservateur, de tensioactif, de choses comme ça. On a vraiment le strict minimum. Ouais. Et voilà, 100% naturel, sans transformation chimique. Et voilà. Pour l'anecdote, je crois que j'avais vu ton parcours. Toi, t'es biologiste de base, c'est ça? Je suis chimiste. Chimiste, pardon. Ouais, je suis ingénieur chimiste et spécialisé en formulation cosmétique, donc Ouais, ça ça aide. vient pas de nulle part. Ouais. En fait, on a 3 filles à la maison et quand elles étaient tout bébés, je prenais les pots, les flacons de cosmétiques, je regardais à chaque fois les listes d'ingrédients et je disais non, mais ça on prend pas, c'est mort, Pas ça non possible. plus, ça non plus. Et du coup, au final, avec ma femme elle était praticienne en médecine traditionnelle chinoise, qui connaît Ouais. bien les massages, les huiles essentielles, les choses comme ça. Ouais, ok. À nous deux, finalement, on a fait une bonne équipe pour développer notre marque. Trop bien. Actualiser un petit peu pour ceux qui nous écoutent, on va parler d'email marketing. Peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ce terme. On pourrait le définir tout simplement par un canal marketing qui permet de garder du lien, de communiquer auprès d'une base d'email pour le coup. Et c'est souvent à tort considéré comme un canal qui est mort, alors que actuellement c'est un des canaux les plus intéressants en e-commerce et un qui a l'un des canaux qui a une plus grande rentabilité, on va dire, le plus gros ROI, parce qu'il coûte très peu cher globalement. Et on va inclure dans l'email marketing tout ce qui va être action campagne email, donc newsletter, campagne promotionnelle, mais on va aussi inclure tout ce qui est logique automatique avec la mise en place de scénarios comme la mise en place d'un scénario d'abandon de panier sur e-commerce qui va aller vous rappeler que vous avez un panier en attente sur un e-commerce. Et la manière dont on va capturer aussi ces emails et commencer à se constituer une base d'abonnés parce que c'est la base de l'email marketing. Et pour ça, on pourra parler aussi un petit peu de comment mettre en place une pop-up sur un site et comment faire en sorte qu'elle soit efficace. Et pour le coup, pour revenir un petit peu à ce que tu disais, Xavier, il y a vraiment cette double logique acquisition, donc comment capter des emails. Il y a la logique activation, comment est-ce qu'on va faire en sorte de transformer nos abonnés en acheteurs, de leur faire comprendre la marque et toute la logique de rétention et de fidélisation qui, au final, est souvent négligée, mais ultra importante parce que c'est beaucoup plus cher d'engager des moyens en acquisition pour avoir plus de clients que mettre en place quelques actions pour faire de la rétention et fidéliser l'existant. Et je trouve que c'est quand même un beau marqueur de qualité quand les clients deviennent fidèles et qu'on n'est pas sur une typologie de e-commerce seulement one shot ou Plus autre chose, c'est que un client fidèle et qui aime bien les produits, nous on le voit, alors surtout dans notre milieu, mais c'est les jeunes parents, ils parlent beaucoup entre eux. Et du coup, si on est satisfait d'une marque, on va énormément en parler autour de soi. Donc il y a une notion aussi d'expérience client, de fidélisation qui est super importante. C'est vraiment un double bonus, je dirais. Ouais, c'est ça. Souvent, ça coûte beaucoup plus cher d'acquérir et de séduire de nouvelles personnes plutôt que de refaire passer à l'action quelqu'un qui a déjà testé et compris l'intérêt du produit.
C'est un petit peu là les logiques de mail market qu'on peut mettre en place. Si on continue un petit peu pour introduire les mail marketing, on peut utiliser des outils comme Sendinblue, comme Klaviyo. Ouais. Pour la petite anecdote, du coup, on a participé à la refonte du site Pototam et à la mise en place aussi de ce fameux starter pack en email marketing. Ce qu'on considère aujourd'hui, nous, comme un starter pack, ça va être le minimum vital au niveau des flows, donc au niveau des automatisations qui doivent être présentes sur un e-commerce pour éviter de perdre trop de chiffre d'affaires et passer à côté de trop d'occasions. Il y en a 2 aujourd'hui qui sont en place sur Pototam. Ça va être le flow. Donc, un flow, c'est une série d'emails qui s'envoient en automatique par rapport à des actions de l'utilisateur. On a le flow de relance panier, donc qui va permettre à un utilisateur qui est abonné, par exemple, à la newsletter Pototam, de recevoir, s'il abandonne un panier, une relance panier avec un rappel de son panier, tout simplement. Et voilà un petit discours pour l'amener à ne pas oublier et à compléter son achat. Et on a un deuxième flow qui est pour moi ultra important quand on a e-commerce, ça va être le welcome flow. Et ce welcome flow, il est d'ailleurs tout le temps lié en fait à une pop-up, un formulaire qui va servir en fait de base pour aller capturer les mails des visiteurs sur site. Et une fois que les visiteurs sont inscrits, souvent contre une répartie, contre un code promo. Un pourcentage, ouais. Ou alors, toi, Xavier, je sais plus ce que tu as sur ton site. Tu as Nous, au début, on avait un code promo et en fait, on avait fait une opération au début de l'année qui avait très bien fonctionné. On a décidé de rester là-dessus pour la newsletter. On a 2 produits achetés, 1 offert. Ok. Donc, toi, Quiconque s'inscrit à la newsletter et achète 2 produits, le 3e, là, gratuitement, quoi. Le moins cher des 3 est gratuit. Okay. Trop bien. Donc, ton offre actuellement sur ce welcome flow, en fait, sur le flow de bienvenue, c'est ça? Ouais. Et il y a d'autres e-commerce, on va être sur des frais de port gratuits, moins 10%, moins 20%, tout ça, ça peut s'AB tester. Forcément, ça dépend plutôt de la cible. Et voilà, donc pour l'instant, sur ce e-commerce, il y a ces 2 flows qui sont en place, qui fonctionnent plutôt bien. Si vous, de votre côté, sur votre e-commerce, vous n'avez pas ces flows, je vous invite fortement à vous y intéresser et à les mettre en place. Xavier, toi, tu as quoi comme email qui s'envoie par exemple c'était sur les relances panier que tu avais un petit problème de délivrabilité, je crois. Ouais, c'est en fait sur les relances panier. Donc nous au début, alors pareil, on a modifié un petit peu pour voir ce qui fonctionnait le mieux avec Théo. Sur les relances panier, en fait, dès qu'un client donc abandonne son panier parce qu'il a eu alors d'autres choses à faire ou tout simplement qu'il n'a pas souhaité sur le moment tout de suite concrétiser son achat, on a des relances. Alors quelques heures après, quelques jours après. On en a plusieurs comme ça qui servent finalement à réaccrocher le client et à lui dire bah regardez hier vous avez pas validé votre panier, il est toujours là dispo donc n'hésitez pas à le valider. Donc on envoie un petit mail comme ça. Okay. Je crois que c'est Théo, tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'on en a un à peu près 2 heures après, on en a un à peu près 6 heures après ou quelque chose comme ça, et un le lendemain et un 3 jours après, il me semble. C'est à peu près ça, voilà, ouais. Pour être sûr que les gens passent pas à côté. Et après, d'ailleurs, au bout de 1 jour ou 3 jours, on envoie en plus éventuellement un petit code promotion si jamais le frein était éventuellement le prix ou la petite offre en plus qui fait que ça ferait basculer le client. On envoie un petit code promo qui permet de concrétiser l'achat. Souvent, les gens quand on a discuté avec Théo, souvent c'est vrai que les gens et nous les premiers, quand on commande sur un site, c'est pas forcément qu'on veut pas acheter le produit, mais on est interrompu dans la tâche par autre chose. Et puis derrière, on est pris dans le quotidien, on pense pas forcément à valider. Et au final, le fait de recevoir ce petit email, on se dit oui, c'est vrai, j'avais commencé à faire ça. Et du coup, ça permet de retourner et de pas perdre un client pour le e-commerçant, quoi. C'est ça exactement, c'est qu'on est souvent sujet à des nombreuses interactions et encore plus quand on est devant un écran, donc on peut souvent avoir des personnes qui perdent le fil et moi le premier. Donc c'est vrai qu'on a le petit t'as laissé ton panier, c'est 1 heure après et on a donc un autre mail 4 heures après. Vous avez des questions, Xavier et Manon sont là pour répondre à toutes vos questions. Et ensuite on a 1 jour après.
moins 5% sur votre commande. Et du coup, 24 heures après, donc vous avez 24 heures pour dépenser, entre guillemets, et utiliser ces 5% sur votre commande. Et au bout de 24 heures, donc un mail pour dire qu'on ne peut plus les utiliser. Le mail de clôture un petit peu. Donc, en gros, sur ces relances paniers, moi, ce que je vous invite à faire si vous nous écoutez, c'est d'en mettre une en place assez simplement. Faites au moins 2 mails. Un mail tout de suite, à chaud. C'est important de le faire tant qu'il est chaud, parce que comme tu l'as dit, Xavier, c'est souvent qu'on est interrompu, en fait. Et il y a une pratique aussi qui se fait beaucoup aux US, c'est de faire cette relance panier par SMS pour avoir un aspect encore plus impactant. En France, c'est pas très répandu. Et au niveau outils, on n'est pas trop équipé pour faire ça. Mais tout ça pour dire que déjà 2 mails pour une relance panier, c'est déjà pas mal. Et dans tous les cas, c'est un must-have. Si vous n'avez pas ça sur e-commerce, il faut tout de suite le mettre en place parce que forcément, vous perdez une proportion de chiffre d'affaires par là, quoi. Ouais. Après, je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais je l'ai sous les yeux le flow. Et quand on va un peu sur les stats, on voit que sur une heure après, quand on envoie l'email, il y a 3% des gens qui commandent derrière. Il y a 40% qui ouvrent l'email et il y a 3% qui commandent. Et après, à partir du moment où il y a le petit code promo, donc 24 heures après, là, pareil, il y a 40% de personnes qui ouvrent et on a 10% de commandes. Comme quoi, Donc en fait, on est sur une cible qui va réagir à la promotion, sachant que là, l'incentive qui est proposé, c'est 5%, c'est pas grand-chose. Ouais. Et donc au final, si on fait le calcul, c'est vite vu. Sur tous les gens qui abandonnent les paniers, au final, si on cumule, on arrive à en récupérer une quinzaine de pourcents, quoi. Donc c'est quand même intéressant. Et ça, il faut se dire une chose, c'est quand vous mettez ce type d'automatisation en place, bien sûr, il y a toute une logique de les améliorer dans le temps, mais une fois que c'est fait quand même. Donc c'est pour ça que ce canal, il est aussi héroïste et aussi rentable. C'est parce que voilà, une fois que la dépense, on va dire en argent ou en temps est faite, les flows sont en place et ça génère du CA. Donc on a ce premier flow. Et donc, on a le deuxième flow qui est le flow de welcome, qui est lié aux inscriptions à la newsletter. Donc, souvent par le biais d'une pop-up ou par le biais de, je sais pas, peut-être un champ newsletter dans le footer. Un formulaire ou un formulaire d'inscription. L'idée, c'est d'aller capter du mail et de transformer un maximum de visiteurs, au moins en abonnés à la newsletter, pour pouvoir continuer la communication et la relation avec. L'enjeu derrière tout ça, c'est d'optimiser toutes les dépenses qu'on fait pour ramener du trafic sur notre site et pour augmenter notre conversion. Parce que ça, c'est un vrai problème pour le coup, de se dire que pour 100 personnes ramenées sur notre site, qu'on a parfois payé en acquisition Meta, Google Ads, on peut en perdre, 99 ou 98. Au début, quand on t'a proposé ça sur la refonte, c'était quelque chose dont tu avais déjà conscience, en lequel tu croyais. Est-ce que tu as un retour à nous faire là-dessus En fait, j'étais partagé parce que en tant que e-commerçant, on est toujours... Je trouve que l'équilibre est dur à trouver entre faire tout un tas d'actions comme ça et en même temps pas passer pour la marque qui sans cesse fait des promos sur ses produits. Donc c'est compliqué. Donc nous, c'est vrai qu'on l'a mis en place là uniquement pour la première acquisition, du coup, quand la personne s'inscrit à la newsletter, comme on voit ça comme une récompense au final. Et j'y croyais, mais c'est vrai que là, avec les résultats, on voit au final, il y a vraiment, je dirais, 90% des commandes qui passent par l'inscription à la newsletter. Et du coup, ça nous permet, nous, après, derrière, du coup, d'acquérir une base de données clients et de communiquer après sur les nouveautés, sur les autres produits, etc. Donc c'est un outil qui est quand même assez puissant, quoi, et assez motivant pour les gens qui arrivent. Je pense que c'est compliqué à chiffrer, mais en termes de taux de conversion, je pense que ça permet de sacrément augmenter le taux de conversion, en fait. De gens qui se disent de gens qui se disent finalement je vais voir ce qu'ils font. Ah bah tiens, si je m'inscris, j'ai 2 produits achetés, le 3e offert, bon bah allez, j'en profite, quoi.
Elle est intéressante ton approche aussi, Xavier, sur le 2 produits achetés, un produit offert, parce que ça, c'est intéressant qu'on en parle, parce que quand on fait un moins 10, moins 20%, en fait, on dégrade le Ouais, prix. Il y a une notion un peu dégradante, je trouve. Et quand tu fais 2 produits achetés, un produit offert, il y a une notion un peu win-win. Parce que C'est ça. dans un sens, tu pousses à acheter pas qu'un seul produit, mais bien 2, et même tu en auras 3 pour le coup, et tu pourras vraiment tester, on va dire, la marque. Mais au final, tu n'es pas en train de dire que ton produit, tu pourrais le vendre 10%, 20% moins cher. C'est ça. ouais, c'est ça. C'était vraiment d'une pierre deux coups, voire trois coups, parce que ça nous permet aussi d'augmenter le panier moyen. Effectivement, quelqu'un qui se dit bah, j'achète un produit qui coûte 15 euros, là il va se dire bah tiens, si je prends en plus le petit savon, bah du coup j'ai un troisième produit qui va être offert en plus. Donc au final, bon bah allez, je prends un produit de plus quoi. Ouais. Et nous effectivement, ça nous permet de faire tester des produits en plus. Les personnes sont gagnantes parce qu'elles ont trois produits au lieu de deux, et du coup après en termes de satisfaction client aussi. Ouais. C'est pareil, le bouche à oreille marche bien. On a beau être à l'heure d'Internet, on est encore les premiers à écouter les bons Pareil. plans des copains et des amis pour se dire bah va sur ce site, il y a des bons plans, va sur cet endroit-là, la marque est top. Donc voilà. Bah, la relation de confiance entre les êtres humains, elle reste toujours la même, hein. C'est le canal ultime d'acquisition. Ouais, C'est carrément. ça. C'est celui qui coûte le moins cher et qui est le plus efficace. D'où l'intérêt aussi, nous on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des emails marketing en faisant, En pour mettre ça en incitant. avant finalement, demander des avis ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on n'a pas trop mis en place pour l'instant, mais c'est l'occasion peut-être d'en discuter, voir ce qui peut être mis en place aussi à ce niveau-là, quoi. Ça fait le lien un petit peu avec la suite. Donc, Ouais, à c'est ce top, ouais. starter pack, on peut ajouter plusieurs autres flows. L'idée des flows, c'est d'avoir à chaque fois un objectif. L'objectif du flow relance panier, c'est de minimiser les abandons de panier. L'objectif du welcome flow, ça va être de récupérer un maximum d'emails pour faire grossir sa base newsletter et générer des achats. Et on peut avoir des flows complémentaires qui sont souvent utilisés en e-commerce, comme un flow post-achat, qui lui va venir après l'achat de l'utilisateur, créer du lien, prendre des nouvelles, potentiellement cross-seller aussi, up-seller, c'est-à-dire essayer de proposer des produits complémentaires. Ça peut être intéressant aussi de le voir, ce scénario post-achat, dans une logique de consommable, c'est-à-dire qu'il y a certains business, certains e-commerce qui, je sais pas, un savon, ça a peut-être une durée de vie. D'ailleurs, Xavier, c'est une durée de vie de combien de temps un savon? Ouais, à peu près, ça dépend comment on l'utilise, mais à peu près un mois. Ouais, Ouais, un donc bon mois. il peut y avoir une récurrence mensuelle sur les articles au total. Ouais. Du coup, ça peut être, dans ce scénario post-achat, ça peut être de tout de suite remercier pour l'achat, de proposer peut-être une semaine à 10 jours plus tard, de laisser un avis ou de prendre aussi des nouvelles. Est-ce que vous avez testé les produits? Est-ce que vous avez des choses à nous faire remonter? Et peut-être, voilà, dans un mois, renvoyer un mail sur cette séquence post-achat pour dire toc toc, est-ce que vous avez fini, vous avez peut-être fini votre savon? Et dans ces mails, tu peux aussi pousser le fait de parlez-en autour de vous. Tu as plusieurs manières de faire. Tu peux peut-être le pousser. Ça peut être fait de façon assez sympa aussi. On vous a dit que vous avez la peau douce ou des petites accroches un peu cool, tu vois. Ouais. Après, je me pose toujours la question, enfin, je suis peut-être pas le seul, mais j'ai toujours peur de peut-être de sursolliciter les gens. C'est-à-dire que moi, dans ma boîte mail, bah, j'ai commandé des choses sur un site, deux sites, trois sites. Au bout d'un moment, tout le monde envoie des newsletters, des flows, des choses comme ça. Et au final, est-ce que ça peut pas, où est le bon équilibre pour pas saouler les gens avec la marque? Il y a aussi, enfin, je sais pas si vous avez les chiffres, mais à partir de quand on se dit en moyenne, bon, Il y a un décrochage, ça me saoule quoi. de recevoir les mails, j'arrête quoi. Je me désinscris. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui se désinscrivent. Après, Ah ouais? Ouais, et que au final, les désinscriptions, elles sont vraiment à un niveau de sollicitation qui est haut. J'ai l'impression que plus le risque, c'est d'avoir des boîtes mail qui se remplissent, qui sont pas lues, et de ce fait,
contribuer à une pollution numérique. Je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il y a un risque, plutôt que de perdre des personnes sur ta boîte, sur ta base mail. Et après, dans tous les cas, les personnes qui se désinscrivent, ça sera des personnes qui auront pas été sensibles au produit, ou qui auront déjà un biais de décrochage, j'ai envie de dire. Ouais. En fait, pour moi, ça dépend du capital sympathie de ta marque. Si de base, tu es une marque qui a beaucoup travaillé sur son branding, qui a communiqué ses valeurs, et ça se joue aussi sur les premiers mails que tu envoies, sur le welcome flow, de présenter la marque, etc. Créer du lien. Plus tu as un capital sympathie important, plus tes produits sont bons aussi, moins tu vas avoir de chance, je pense, d'agacer l'utilisateur en le sollicitant, parce que globalement, quand tu aimes bien un truc, c'est moins dérangeant qu'on te sollicite bien sûr. que quand c'est un truc qui te saoule un peu, tu vois. Et je pense qu'il y a des marques, justement, qui ont peu de capital sympathie, et pour le coup, où c'est plus à risque. Et je pense qu'aujourd'hui, sur Pototam, il ne doit pas y avoir un gros taux de désinscription. Non. Parce que vous avez travaillé le branding, parce que votre histoire, elle est cool, la boîte, elle est sympa, vos produits sont de qualité. Et c'est différent, tu vois, d'une marque à l'autre. Ouais. La notion de boîte mail pleine, ça m'a fait penser à autre chose. Je crois que, je sais plus si c'est toi, Victor, ou Théo, qui avait abordé la question tout à l'heure, la notion de délivrabilité. On a eu plusieurs fois des clients qui nous ont contactés en nous disant, bah voilà, moi je me suis inscrit à la newsletter et j'ai pas reçu le mail. Et on a fait des tests, nous, en interne, et effectivement, alors sur les boîtes, par exemple Gmail, il y a un onglet promotion. Et systématiquement, en gros, les newsletters, alors, est-ce que c'est lié à un certain vocabulaire, ou est-ce que c'est lié à certaines adresses mail particulières ou autres? Je sais pas. En tout cas, les emails vont dans promotion. Et il y a des gens qui savent pas qu'il y a un onglet promotion, ou qui figure, si c'est regardé sur le téléphone ou quoi, c'est pas forcément évident de voir qu'il y a des mails là-dedans. Et du coup, les gens passent à côté. Alors, il y a ceux qui nous le disent. Et puis je me dis, il y a aussi ceux qui le disent pas et qui du coup achètent pas et lâchent l'affaire, quoi. Et ça, c'est vraiment problématique. Ça revient finalement à finir dans les spams, chose qui arrive peut-être aussi d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait contre ça? Alors ça, du coup, pour expliquer un peu la délivrabilité en email marketing, elle va être conditionnée par plusieurs choses. Elle va être conditionnée par le setup technique avec lequel vous envoyez des mails. Donc souvent, en fait, quand vous inscrivez sur des outils type Sendinblue, Klaviyo, Mailchimp, en paramétrage classique, vous allez envoyer en fait avec le serveur mutualisé de l'outil. Et c'est dans ton cas, Xavier, ce qui pose problème, je pense. Ça tombera forcément dans promotion, parce que lorsque l'email arrive dans la boîte Gmail, il va être signé Klaviyo, il va être signé Sendinblue. Et de toute façon, c'est catégorisé comme email commercial. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point qui joue beaucoup sur la délivrabilité, c'est ce que vous mettez dans le mail, les mots que vous employez. Il ne faut pas utiliser trop de mots spammants, c'est-à-dire des logiques promotionnelles, des moins 10%, éviter d'utiliser des mots comme promotion, etc. Bon, ça, c'est relatif, mais il faut quand même essayer d'éviter. Ou envoyer des mails qui sont surchargés, que les gens vont... si vos mails sont dégueulasses aussi, les gens vont les mettre en spam. Ouais. Et ça, petit à petit, ça détruit en fait la réputation de l'envoyeur. Bon, pour le coup, toi, tu es en mutualisé. Une solution qui pourrait être abordée dans ton cas, c'est de passer en serveur dédié, Pototam, et envoyer les mails avec un paramétrage, un setup personnalisé Pototam. Il y a peut-être un step supérieur, ce serait de faire ce qu'on appelle de la double opt-in, c'est-à-dire quand quelqu'un s'inscrit à la newsletter, tu lui envoies un premier mail pour lui demander de cliquer dedans et de l'ajouter en contact, par exemple. Et ouais, là, c'est ça. tu tomberais dans le principal. Mais il faut déjà être dans une logique ultra qualitative d'email marketing, et peu de marques le font. Et peu de marques tombent dans le principal. Et je pense que Gmail, de plus en plus, ça trigger les mails commerciaux. En fait, si tu veux vraiment arriver dans le flux principal, il faut rentrer dans une logique où ta newsletter, c'est vraiment une newsletter perso, quoi. Presque comme un mail que tu envoies à ta communauté, mais proche. Et là, ouais, il y a des logiques
qui peuvent être plus intéressantes. Et en fait, ton mail, ça va être uniquement de l'écrit presque. Ça va être comme quand, je sais pas, t'envoies un mail à ta famille ou à des gens de ton entourage, où il va pas y avoir de surcharge, il va pas y avoir trop d'images, et ça va plus être un mail de raconter l'histoire, apporter de la valeur, et pourquoi pas mettre des liens uniquement sur des termes qui sont dans le corps du mail, mais pas aller plus loin, quoi. Ok. C'est une logique un petit peu inversée par rapport à tout ce qu'on peut voir avec Klaviyo et avec les outils d'email marketing, mais dans ce sens-là, c'est ce qui te permettra de justement arriver dans la partie principale. Donc, et comme tu disais, le double opt-in, ça peut être une solution. Ça peut être aussi inciter lors de la connexion, lorsque la personne insère son mail dans la petite pop-up ou dans la section newsletter, dans le mail qu'elle reçoit, l'inciter justement à glisser le mail de la catégorie promotion à la catégorie principale. Ça peut se faire. Ouais, mais après, les gens ont pas forcément, le temps ou l'envie ou, voilà, ils ont envie d'avoir les choses rapidement, ce qui s'entend. Hein. C'est ça, mais en tout cas, c'est par rapport à la valeur que tu apportes dans ta newsletter. Et si la personne se sent vraiment intéressée par son contenu, à ce moment-là, elle prendra le temps de le faire. Elle prendra le temps de t'écouter parce qu'elle aura compris la valeur qu'elle y trouve dans cette newsletter. Si c'est des conseils massage et que c'est vraiment de super qualité, ben là, à ce moment-là, tu n'auras peut-être pas toute ta base qui le fera, mais ceux qui le feront, en tout cas, seront super chauds et seront peut-être à même de recommander la marque. Ça permet de resegmenter encore derrière, quoi. Et tu vois, je suis allé voir sur les unsubscribe, donc les personnes qui ont pu se désinscrire, on a 58 sur 1600 presque. Donc ça reste assez bas quand même. 3%. Pour en revenir au flow qui serait un petit peu complémentaire au setup Capototam aujourd'hui, donc on a parlé du flow post-achat, donc ça va être une série de mails que vous allez envoyer en automatique après l'achat. Ça peut être aussi ce qu'on appelle les flows de réactivation. Ce qui coûte du CA aussi sur un e-commerce, ça va être tout ce qui va être churn, donc un client qui va faire un achat, peut-être 2 achats, et qui derrière va pas renouveler son achat pour X ou Y raison. Hein. Peut-être que ça lui sort de la tête, peut-être qu'il a été déçu de son dernier achat. L'objectif du flow de réactivation, ça va être de se dire, OK, tous les 3 à 6 mois, j'ai besoin d'essayer de réactiver mes utilisateurs, enfin mes abonnés à la newsletter, pour savoir s'ils sont encore engagés et susceptibles d'acheter. S'ils ne le sont plus, à terme, à 6 mois, 8 mois, peut-être au pire, au plus 10 à 12 mois, ces utilisateurs, il faudra les supprimer. Donc, ça, aujourd'hui, sur Pototam, ça peut être intéressant de le mettre en place. Ok. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. On a créé des flux. Alors, on a fait deux tests différents. Un où on envoyait à 45 jours, on envoie à 45 jours une petite demande de nouvelles, ou plutôt on donne des nouvelles, on dit on est encore là, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, voilà, n'hésitez pas à découvrir nos nouveautés, etc. Et après on a fait un deuxième test où on l'envoie un peu plus tard, au bout de 75 jours, parce qu'on a des produits qui durent assez longtemps quand même. Oui. On voulait voir laquelle des deux durées permettait de mieux capter le retour des clients, quoi. Moi, je trouve que c'est presque un peu court, tu vois, pour de la réactivation, 45 jours. Ah ouais? Dans le sens où... on a des produits qui sont longs à utiliser, tu veux dire? Oui, ou puis même qu'en fait, un client, s'il ne te rachète pas quelque chose sous 2 mois, c'est pas forcément qu'il a oublié non plus. À partir, je pense, de 3 à 6 mois, on commence à être plutôt sur des logiques où les chances qu'ils reviennent sont quand même assez minimes. Après, nous, on est sur un marché où les bébés, les besoins changent vite. Ok. Par exemple, les poussées dentaires, ça va durer peut-être 6 mois. Les problèmes par exemple, pour l'érythème fessier, de change et des choses comme ça va durer un certain temps. Il y aura peut-être besoin de réapprovisionner rapidement. Okay. Et voilà, quoi.
Dans ce cas, ça peut être intéressant du coup de voir ce flow de réactivation comme aussi une manière de proposer des produits complémentaires euh, qui sont susceptibles d'intéresser la personne qui avait acheté un produit X ou Y, mais qui aujourd'hui n'en a plus le besoin en fait. C'est un peu ça que tu disais. On va continuer du coup sur le plan d'animation commerciale. On a pu voir donc déjà là sur la première partie du podcast les flows, donc les différents scénarios qui peuvent être mis en place pour relancer, pour faire des ventes complémentaires. On a vu également donc sur le starter pack le welcome flow et la relance panier. Tout ça donc ça rentre dans un environnement, dans toutes les interactions qu'on peut avoir avec nos utilisateurs, nos clients potentiels et également nos clients déjà engagés. Le plan d'animation commerciale ici, il va nous être utile pour nourrir, on va dire un petit peu plus l'interaction et le contenu qui sera généré par la marque pour interagir avec les utilisateurs. Donc, ce plan d'animation commerciale, il nous permet, comme je disais, de créer du contenu et il peut donc guider, dans un sens, toute la création de contenu, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur la partie mail ou même sur d'autres canaux. Pour l'instant, on est principalement donc sur la partie mail, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on va pouvoir réutiliser des éléments qui seront générés sur le site web. Par exemple, les articles pourraient, par exemple, avoir des déclinaisons visuelles, des déclinaisons vidéo qui pourraient être réutilisées en story, qui pourraient être réutilisées dans des posts. Et c'est là où ce fil rouge qui est édité et qui est mis en place au sein de votre communication peut amener justement une dynamique et permettre de simplifier toutes les prises de décision. Donc il vient en lien avec votre charte éditoriale pour pouvoir faire parler l'entreprise. Tout à l'heure, on parlait des newsletters. Je parlais également des articles. Ici, là, ce qui peut être intéressant, c'est donc de réfléchir ensemble à un plan d'animation commerciale pour Pototam. Je pense que vous en avez déjà un. C'est pas votre première année et vous avez déjà une vision assez complète du marché. Mais justement, là, la question, c'est de se dire, bon, bah, quelle est la saisonnalité avec vos produits? Tu nous parlais tout à l'heure du produit pour la pousse des dents des tout petits. Est-ce qu'on a d'autres moments intéressants à prendre en compte pour comprendre la dynamique à impulser dans la démarche et dans la communication? Oui, ouais, à force, on a identifié 2-3 temps forts dans l'année. À savoir le mois de mars, c'est le mois du bébé, donc forcément, en général, on fait, là, à partir de cette année, c'était la première fois, mais on a fait une offre un peu promotionnelle sur toute la gamme bébé. Ouais. Après l'été, on a un petit stick, un anti-démangeaison pour les piqûres d'insectes, orties, moustiques et tout, qui est assez saisonnier. C'est vraiment On y arrive là, du coup. été, exactement. Et du coup, là, pareil, on va prévoir quelque chose sur l'été pour mettre en place une offre. Et après, bah évidemment, il y a les fêtes de fin d'année. Hein. On fait des coffrets plus, enfin voilà, les produits bébés, c'est bien des produits qu'on peut offrir à des jeunes parents, alors de la famille, des amis, des choses comme ça. Donc les fêtes de fin d'année, c'est aussi un temps fort pour nous. Ouais. Et on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais ouais, on a prévu de mettre en place quelque chose aussi pour cette fin d'année. C'est intéressant justement que tu parles tu nous as présenté un petit peu les temps forts comme des temps forts promotionnels commerciaux. C'est intéressant de voir cette démarche de plan d'animation commerciale d'un point de vue de l'email marketing, parce que comme tu l'as dit Théo, on peut être, c'est lié aussi à la production de contenu en général. Mais en gros, sur cette logique d'email marketing, ce qu'on appelle communément la newsletter, il y a un peu cet amalgame de dire, bon, c'est une lettre d'information de base, mais c'est utilisé aussi bien pour informer notre base que pour envoyer des campagnes purement promotionnelles. Et ça, c'est une vraie question à avoir. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Xavier. Est-ce qu'aujourd'hui, votre entreprise, vous avez envie d'avoir de grosses logiques promotionnelles? Je pense qu'il faut en faire forcément un minimum. Par contre, il y en a qui vont se positionner dans des logiques ultra promotionnelles, surfer sur les Black Friday, les gros temps forts comme ça de l'année. Il y a d'autres marques qui vont être sur un positionnement un peu différent. C'est quoi ton positionnement aujourd'hui là-dessus, Xavier?
Nous, on n'est pas sur de la grosse offre promotionnelle. Il y a donc, on l'a dit tout à l'heure, le flow avec la découverte où on a un 2+1. Et après, sur les autres, on permet des petites remises, mais voilà, qui excèdent rarement les 10%. Et voilà, ou alors on offre un petit produit particulier pour certaines occasions ou des choses comme ça. Mais on reste vraiment là-dessus. Le but, c'est d'inciter les gens et alors à faire l'achat, mais c'est aussi je sais pas comment expliquer ça. Communiquer sur la marque plutôt en général. Ouais, communiquer sur la marque et puis surtout permettre aux gens de pouvoir faire l'achat qui, en gros, sans cette offre, ils l'auraient pas forcément fait. Par Ok. exemple, pour Noël, quelqu'un qui Ok. veut offrir un coffret cadeau, Citation, alors quoi. ouais, c'est ça, des coffrets cadeaux, on en a à 40 €, on en a à 60 €. Tout le monde peut pas forcément se permettre d'offrir un cadeau à 40 €. Bah voilà, le but, ça va être de permettre aussi à ces gens-là de se dire, bah tiens, là, il y a une offre pour cette occasion particulière, on a envie de mettre en avant les produits parce que Je voilà, fais. parce que c'est le mois du bébé, parce que c'est les fêtes de fin d'année. Donc Ok. en gros, enfin, on fait des promotions aussi dans ce but-là pour permettre à tout le monde de pouvoir tester les produits et ou faire tester des produits à d'autres, et tout en ayant, bah, surtout en ces temps actuels, une petite économie, voilà, sur leur pouvoir d'achat, et voilà quoi. Ouais. Négligeable. On les fait pas toute l'année parce que bah forcément nous aussi on a besoin de vivre en tant que petite entreprise, mais voilà, on essaye de faire l'effort sur certaines périodes pour aussi permettre aux gens d'économiser un petit peu. Justement, du coup, on met le doigt sur une chose qui est importante, c'est que si vous avez un e-commerce qui est plutôt dans la même dynamique que Pototam et Xavier, euh, il faut bien comprendre que ce plan d'animation commerciale, il n'est pas juste là pour aller pousser, on va dire, de la communication purement promotionnelle. Il va falloir inclure dedans aussi des temps de communication plus informels, euh, plus, euh, plus liés, on va dire, à l'image de marque, au branding de la marque. Excuse-moi de te couper, j'allais dire aux besoins vraiment réels de l'utilisateur. Là, C'est du contenu. c'est ça, je pense à des jeunes parents qui du coup découvrent ce merveilleux monde. Il y a des difficultés, des obstacles, il y a des réussites. Vous l'avez vécu, il y a des choses à transmettre, et c'est justement là où c'est intéressant de créer du contenu, c'est de pouvoir dévier un petit peu tout en restant quand même lié à l'environnement de l'entreprise, mais à dévier et à apporter des tips, apporter, je sais pas, une checklist avant de partir en vacances, une checklist pour aller à la maternité, ou justement des documents utiles et des contenus utiles. Après, même à travers la vidéo ou même à travers des interviews de ma sœur, je sais pas, tu vois. Il y a des choses à faire, et c'est vraiment en entrant dans cette démarche-là d'apporter une valeur à son utilisateur que la marque devient un média, et que à ce moment-là, elle devient du coup porteuse de tout un environnement, et en fait, ça nous permet de créer des connexions entre des souvenirs et également des produits pour vraiment faire vivre la marque. Donc le plan d'animation, j'ai envie de dire presque éditorial, il va au-delà du commercial. Donc, tu vois qu'au final, sur ce plan d'animation commerciale, il va falloir étaler ça sur l'année, identifier les temps forts où toi, tu veux faire du promotionnel et où tu trouves que c'est important d'en faire, et venir aussi intercaler tout un tas de temps où tu vas dire, ben tiens, c'est peut-être ça, c'est peut-être le mois où nous, on fait toutes nos préparations, on est en train de taffer nos nouvelles formules, etc. Ce mois-ci, on va beaucoup communiquer sur les backstage voilà, les coulisses de la marque, créer de l'empathie, raconter l'histoire. Et aussi, du coup, entre ces temps plus promotionnels, les temps forts, aller, comme disait Théo, pousser du contenu, comme tu viens de le dire aussi, aller pousser les articles, des choses qui sont connexes à vos posts sur les réseaux sociaux. Et tout ça, en fait, c'est important, je pense, d'avoir une vision annuelle là-dessus pour pas se retrouver toujours au dernier moment et de se dire, putain, qu'est-ce que je dis, à qui je l'envoie et dans quel objectif. Et ça, aujourd'hui, toi en interne, tu le gères comment ce, Ce flux. ce- ouais, ce flux? Pour le calendrier plus ou moins éditorial.
Ouais, d'envoyer des campagnes newsletter, etc. Ça se prépare en amont. Est-ce que c'est un peu au feeling? Est-ce que... Nous pour l'instant c'est plus au feeling. C'est beaucoup Marine donc qui est en alternance chez nous qui le fait. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué de se projeter dans 3-6 mois. 3 mois on y arrive encore, on sait à peu près des sujets qui vont tomber, mais au final il y a tellement, surtout pour des jeunes sociétés, d'actu qui tombent entre temps. On veut pas submerger les gens. En même temps, il y a des choses, on veut pas passer à côté non plus. Mais voilà, du coup, on a à peu près 3 mois de préparation où on sait plus ou moins ce qu'on va envoyer en newsletter, mais il y a quand même du dernier moment beaucoup où on se dit bah non, finalement là on n'envoie pas. Ok. Finalement on a cette info là qui vient de tomber, faut absolument en parler. Et du coup on en avait une qui était prévue dans une semaine, mais du coup on la décale dans un mois. Enfin au final c'est ça se veut structuré au début et au final ça finit plutôt en bon bah on fait comme on peut quoi. Ouais, mais c'est exactement là où c'est intéressant d'avoir une structure de base, c'est qu'on sait que dans tous les cas, on la respectera pas à 100%. Ça te permet d'avoir une sécurité. Si vraiment vous avez pas d'actu chaude entre guillemets, vous avez toujours votre thématique de fond sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Donc ça c'est une sécurité pour pouvoir garder le rythme. Et tu sais très bien en tant que moi que le rythme, ça reste la principale des problématiques Dur, ouais. à conserver et à travailler. Donc, c'est vraiment là-dessus où vous pourrez faire la différence, autant sur les réseaux sociaux que sur d'autres canaux de diffusion. Ouais. Je trouve que c'est vachement difficile de le tenir sur du long terme en plus. Au début, on arrive, alors que ce soit pour Marine, notre alternante, ou même moi quand je le faisais avant qu'elle soit là, on dit bon allez, je m'y mets à fond, je fais mon calendrier. On a, on va dire, 3 mois de calendrier édité. Au final, ça change un peu, et puis on avance dans les mois. On pense pas forcément à faire les mois suivants, et on se retrouve 2 semaines avant la dernière publication, et on se dit bon en fait les 3 mois d'après j'ai rien quoi. Et là on se remet à faire les choses à l'arrache. C'est compliqué c'est un métier après quoi, mais de se caler vraiment ça. C'est compliqué de le faire extrêmement en avance. Et en même temps, si on le fait pas extrêmement en avance, une fois qu'on fait ce qu'on s'est dit, c'est compliqué de voir l'après parce qu'on court toujours après le temps quelque part. Je sais pas si c'est très clair. Et moi, c'est une problématique carrément. que je retrouve chez pas mal de clients que j'accompagne, c'est cette difficulté à se structurer en fait. Et sur le papier, tout ça, ça paraît assez simple, mais dans la réalité, dans l'exécution, souvent, en plus, quand on est une petite boîte, qu'on fait plein de choses, qu'on a des profils qui sont ultra transverses et qu'on n'a pas une personne forcément ultra dédiée à ça, bah, ça peut passer au deuxième, troisième plan. Et c'est pour ça que c'est ultra important d'avoir un truc macro, un planning, un plan d'animation commerciale macro, où on sait ce qu'on va aborder dans les grandes lignes, comme tu disais, Théo, et derrière, on va dire quelques piliers de contenu dans lesquels on sait qu'on peut aller piocher et communiquer. Et je pense qu'une vision, tu vois, déjà à 3 mois, en termes purement opérationnels, c'est top. Par contre, c'est vrai qu'il faut arriver à la tenir et de faire de 3 mois en 3 mois quelque chose de plus, quelque chose de détaillé. C'est souvent là où ça coince, quoi. Ouais, carrément. Bah, ça, c'est le plus gros des enjeux. Donc après, il y a plein de techniques à tester, à mettre en place. Et tous les 3 mois, ce qui est important, c'est vraiment de se poser, de voir ce que vous avez fait sur les 3 derniers mois, de se dire, bon, ok, ça a marché, ça a moins marché. Et surtout d'apprendre de tout ce temps que vous avez investi. Parce que c'est souvent le risque en produisant du contenu, c'est d'aller vers l'avant, sans jamais s'arrêter, de regarder ce qui s'est fait en arrière, parce que c'est là où vous aurez en fait la plus grosse valeur. C'est vraiment en apprenant des stats et en lisant sur les réseaux, sur toutes les plateformes que vous avez, ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné, pour rectifier le tir et justifier des hypothèses. Okay. Sur ce point un petit peu performance, c'est ultra important quand on fait des campagnes comme ça et sur un plan d'animation d'aller analyser les perfs. Et il y a un truc qui joue beaucoup dans ces perfs, c'est la manière dont on segmente notre base et la manière dont on essaye de joindre de façon spécifique et personnalisée chaque utilisateur. Et ça,
Pour le coup, c'est une grosse erreur aujourd'hui d'envoyer des newsletters ultra larges à toute sa base entière. C'est quelque chose qui peut être fait un peu au début, parce que forcément, si notre base est pas très grosse, c'est difficile de la segmenter. Toi, tu as déjà une segmentation, Xavier, sur ta base? On en a fait une rapidement, entre les clients, en gros, fidèles, ceux qui achètent pour la première fois, ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Engagement d'achat, quoi. Ouais, c'est ça. Ça joue sur nos flows, mais pas forcément sur les newsletters. Les newsletters, on envoie vraiment, pour le moment, les mêmes à tout le monde. En fait, idéalement, on aimerait différencier les newsletters, par exemple, des gens qui achètent pour faire des cadeaux, Ok. différencier des gens qui achètent pour eux-mêmes parce que ce sont des jeunes mamans. Donc ça, il Sauf faut que ça, en fait, c'est ça, il faut l'info, et en fait, c'est à part faire remplir un questionnaire à la personne à chaque fois, ou au moins cliquer sur une case ou répondre, c'est compliqué à évaluer. Et puis quelqu'un qui offre pour quelqu'un d'autre peut se transformer la fois d'après, ou finalement elle achète pour elle, et inversement. Donc c'est de la segmentation qui est compliquée. Ouais. Ou alors on a une gamme bébé, une gamme enfant, et une gamme maman. Mais pareil, c'est une femme très bien qui peut ne pas avoir d'enfant, mais qui achète des produits pour elle, finalement pour femme. La personne qui a acheté des produits bébés, on va lui recommander des produits bébés, mais finalement son enfant avait 2 ans et demi et elle va passer sur les produits enfants. Il faudrait pour ça qu'on demande les dates de naissance ou des choses comme ça, mais à chaque fois c'est encore des infos qu'on va demander aux gens, plus un boulot sur le site internet, parce que comme je disais tout à l'heure, alors il y a des choses que je sais faire, mais mettre en place un questionnaire sur les dates de naissance, avec après l'implémenter sur le logiciel d'envoi de newsletter et tout, pour que tout aille au bon endroit, je pense que j'y arriverai, mais ça va me prendre beaucoup de temps, quoi. Ouais, et puis là, du coup, tu rentres presque dans la recherche utilisateur. C'est un peu border, même au niveau de la sensibilité des données. Après, ça dépend jusqu'où tu vas, mais ouais, ça pose des questions, mais après, tous les parents sont contents de recevoir une newsletter pour l'anniversaire de leur enfant, en leur disant, bah, tiens, pour aujourd'hui, pour son anniversaire, on vous offre ce petit cadeau où vous avez tant de pourcents de réduction. Ça serait une hypothèse à aller tester sur un échantillon, hein, franchement. On pourrait se demander directement. C'est une grande réflexion, la segmentation, tu vois. En discutant avec Victor, on se disait, est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir d'un côté les personnes qui vont peut-être plus acheter des savons, tu vois, qui seront plus du coup dans un besoin, une relation avec Pototam très hygiène, et d'un autre côté ceux qui seront plus dans le soin, l'hydratation. Tu as introduit, Xavier, un des types de segmentation, moi j'appelle par caractéristique. Donc c'est par une information que l'utilisateur va donner. Tu vas segmenter par l'âge, tu vas segmenter par s'il veut l'offrir ou quoi. Mais c'est une info que tu dois demander à un moment. Tu peux segmenter aussi par tendance, ce que j'appelle tendance de consommation. Des outils comme Klaviyo permettent très bien de le faire. Ça va être de dire, bah, tous ceux qui achètent telle catégorie de produits, on va les mettre dans un segment pour leur proposer justement des choses en rapport avec ça. Moi, ça marche très bien sur le e-commerce que je fais tourner, parce qu'on vend du vêtement pour hommes et pour femmes. Donc, on va avoir un segment qui achète des vêtements pour hommes et un autre qui achète des vêtements pour femmes. Mais on voit c'est des choses qui sont bien séparées. Alors que tu vois, sur un savon ou un soin, potentiellement, tout va se recroiser. Donc, ça aussi à remettre un peu en perspective. Et tu en as une troisième, par contre, que je trouve super intéressante à mettre en place, si elle ne l'est pas déjà chez Pototam, c'est segmenter par engagement. Parce qu'aujourd'hui, surtout sur une marque comme Pototam, tu vas avoir une partie de l'audience, enfin une partie de tes abonnés qui va être ultra ambassadeur de ta marque, qui va être ultra engagé, qui va ouvrir tous les mails, cliquer, aller sur le site. Et forcément, tu en auras une autre partie qui sera moins engagée, à qui ce sera sûrement moins intéressant d'envoyer des mails de façon régulière. Et c'est comme ça, tu vois, que tu arrives à quelque chose qui est cohérent. Et j'ai récemment échangé avec des experts de Klaviyo, et c'est plutôt recommandé d'envoyer tous les mails aux plus engagés, mais à ton segment qui est quasiment pas engagé, tu vas en envoyer moins parce que c'est moins logique en fait. Tu vas peut-être envoyer que les gros temps forts, tu vois. Okay. Et comme ça, tu peux rentrer dans une logique peut-être un peu plus quali, comme tu la vois, je sais pas. De mon point de vue, c'est mieux de valoriser les clients fidèles, et en même temps, on est dans la question qu'on se posait tout à l'heure, à savoir, il faut fidéliser, quoi. Donc,
est-ce que les clients qui sont pas déjà ultra convaincus ont peut-être besoin finalement d'un peu moins de piqûres de rappel que les autres, qui au final sont encore sceptiques ou ont pas encore commandé ou ont commandé qu'une fois mais ont encore besoin d'être convaincus. C'est une vraie question. Moi, par rapport aux ultra convaincus, j'irais encore plus loin. Je les mettrais sur un piédestal pour qu'ils deviennent ambassadeurs en fait de la marque, quoi. Et à ce niveau-là, ça permet de les valoriser, les échanges et c'est con, mais on a besoin de faire partie de communautés et à travers un produit, une marque, on fait partie justement d'une communauté. Donc, si ça les intéresse de lier leur image aussi à ce type de marque-là, il y a sûrement des choses à imaginer. Bah, c'est ce qu'on fait actuellement dans notre relation avec eux. Après, c'est vrai que dans les newsletters, pour l'instant, on différencie pas encore. Ouais. Donc ça pourrait être fait, tu vois, de dire ceux qui sont engagés, c'est-à-dire qui ont ouvert et cliqué dans les moins de 30 jours ou les moins de 30 jours à mail, ceux qui globalement ouvrent en fait tes newsletters, tu les mets dans un segment engagé et tu peux faire un autre segment peut-être 30 à 60 jours et peut-être qu'en dessus de 60 jours, tu dis que c'est des gens qui sont plus très engagés. Et ça nous fait le lien un petit peu pour se dire quel type de contenu on peut envoyer. On peut envoyer de la logique promotionnelle. Et moi, franchement, de la logique promo, j'enverrai à tout le monde parce que ça peut justement aller réactiver et chauffer un peu des utilisateurs qui sont pas trop convaincus. Par contre, tout ce qui est des logiques peut-être plus lifestyle, branding, etc., j'embêterai peut-être pas ceux qui ouvrent déjà pas mes mails où je propose un code, tu vois. Pour se donner quelques idées d'emails que toi tu pourras envoyer ou que ceux qui nous écoutent pourront envoyer. Tu peux faire des focus produits, des focus sur des catégories. Et une fois que tu as fait des segmentations aussi par intention d'achat, c'est plus simple de faire des focus catégories. Tu peux envoyer, par exemple, aux utilisateurs qui ont commandé tel type de produit, une communication sur ce type de produit. Et en faisant ça, souvent, tu améliores aussi tes résultats. Ok. Donc, c'est personnalisé, segmenté, pour envoyer la bonne communication au bon moment. On ne peut pas faire non plus du one-one, mais plus tu seras segmenté, plus ce sera intéressant. Et après, je passe à d'autres idées, Théo, du coup, des focus produits, des focus catégories. Non, ouais, c'est vraiment, plus on est spécifique, mieux vaut envoyer 1000 messages à 1000 personnes différentes plutôt qu'un message à 1000 personnes. C'est une question de temps après. Ça. C'est une question de temps. Par contre, ce qui est intéressant, tu vois, dans cette manière de s'organiser au quotidien là-dessus, c'est de se faire des templates et de se dire, bon, ben, moi, j'ai 4 ou 5 typologies de newsletters. Il y en a une, c'est un focus produit. Il y en a une, c'est un focus catégorie. Il y en a une, elle est lifestyle. Elle n'a pas de produit. Elle est juste là pour pousser du texte et une photo. Tu te fais des templates et ça permet d'aller plus vite. Et surtout, quand tu fais, je sais pas, une newsletter sur un focus d'une catégorie, peut dupliquer et facilement en faire une autre pour un autre segment. Et moi, dans ma pratique au quotidien de l'email marketing, pour une même campagne, on va prendre, je sais pas, en ce moment, il y a la fête des mères, et je vais avoir 2 ou 3 mails différents qui vont s'envoyer à un segment à chaque fois, mais qui sont au final pas si différentes, mais qui sont un peu adaptées. Tu vois un petit peu la logique? Ouais. Et ça, pour le coup, je trouve que ça fonctionne bien. Et ça permet aussi de se faire des templates, de pas tout le temps envoyer avec le même. Il y a un truc qui saoule, moi je trouve, quand on reçoit des mails, c'est qu'il est tout le temps la même tête. Et tu as l'impression de l'avoir déjà reçu, en fait, ce mail. Ouais, c'est un peu ça. Il y a un truc sur. C'est Cdiscount qui envoie des mails où c'est une image, en fait. C'est un montage photo, leur newsletter. Et à chaque fois que je l'ouvre, elle met 2 plombes à charger. Et je me dis, mais c'est la même que la dernière fois, quoi. On parlait tout à l'heure des super clients, entre guillemets. Ça serait intéressant justement de travailler des logiques de recommandation si on veut pas trop rentrer, tu vois, dans les aspects promotionnels purs et durs, dans la dégradation du prix, etc. Je pense que la recommandation, elle peut être valorisée par différents biais. Je sais pas si vous l'avez déjà abordé en interne. Et comment quelle vision vous avez par rapport à la recommandation sur
sur des logiques avec des profils de clients qui sont déjà chauds, qui ont déjà peut-être acheté 2-3 fois. Nous, pour l'instant, on a pensé à des idées de parrainage ou de choses comme ça, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout mis en place. Qu'on aimerait bien, mais après, c'est toujours pareil. Ça fait des promos sur des promos sur des promos c'est toujours ça le problème, en fait. Est-ce qu'il faut forcément de la promo pour créer de la recommandation? Tu vois, tu disais tout à l'heure que ça se prêtait bien quand même au partage. C'est vrai que le plus simple, ça reste de faire des logiques promotionnelles. Parle-en à ton ami et obtiens ce code. Ouais, Mais peut-être qu'il y a une approche soft à tester, tu vois. c'est à tester, mais mettons, je sais pas, sur la région Rhône-Alpes, allez, 20 super clients, tu peux les inviter en physique à venir faire une session massage ou apprentissage d'une technique ou quelque chose, tu vois, qui te fait rentrer dans la réalité et qui te fait rentrer aussi dans une interaction réelle. Donc après, je sais pas, tu peux les inviter à Saint-Étienne ou même directement à Montbrison, boire un pot. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à inventer qui peuvent être justement hors de ces logiques promotionnelles un peu hard. Et vous servir en x10, x100 même. Parce que là, si tu arrives à déplacer la personne, à la voir en réel, ben derrière, tu peux faire de la photo, tu peux faire plein de choses, et derrière, leur donner un produit, je sais pas, tu vois, sans forcément avoir un produit marketé, etc., ou même les avoir en bêta-testeur. Enfin, réussir en fait à faire le pas entre le digital et le physique pour valoriser ces interactions et ces personnes qui ont déjà prouvé qu'elles étaient intéressées par le produit et par la marque. Tu peux avoir un entre-deux avec ça, et je pense que, comme tu disais tout à l'heure, Théo, c'est important quand on teste des choses comme ça d'adopter une logique d'échantillon. Identifie 10-15 très bons clients, appelle-les, prends contact, et il y a matière peut-être à construire aussi le dispositif en accord avec ces premiers très bons clients. Tu vois, parce que tu seras au plus proche en fait de ce qu'ils veulent, et tu peux faire des sondages, des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour des logiques comme ça de recommandation, je pense que le contact pur et dur. Bon, après, tu as le truc ultra poussé où tu les invites à un événement, à quelque chose d'important, comme a dit Théo, mais tu peux juste avoir une prise de contact déjà. Et je trouve, quand on est des petites marques, il y a un truc qui nous différencie et qui nous permet d'être compétitifs par rapport à d'autres qui peuvent être moins chers ou avoir de plus gros arguments de force de communication. C'est l'authenticité, le fait d'être proche aussi, d'avoir un bon service client, de communiquer avec les clients. Et ça, tu peux en jouer. Je pense que ça peut bien fonctionner comme ça. Okay. Pour finir, c'est quelque chose que tu as déjà fait, non, pour la refonte du site? On allait demander des avis sur les produits. Et si après on l'a fait quand on a commencé, on fait un petit peu de pub sur les réseaux sociaux. Quand il nous a fallu des témoignages clients, on a contacté nos meilleurs clients, savoir si elles souhaitaient en l'occurrence, c'était des femmes, être un petit peu nos ambassadrices et parler de leur expérience avec les produits. Et on a fait un petit peu ça, on l'a fait une fois. Ouais. T'as reçu quoi comme retour, comme accueil? C'était plutôt positif? Ouais, des retours plutôt positifs de gens qui étaient super contents des produits et voilà, qui ont donné leur avis, qui ont fait une petite vidéo qu'on peut utiliser. Non, c'est vraiment cool. Après, il faut prendre le temps Carrément. de le faire et voilà. Mais effectivement, il y a plein de choses à faire. Ouais. Ok, et ces vidéos, elles sont disponibles sur Instagram, j'imagine? Pour en revenir un petit peu au plan d'animation commerciale et aux news, aujourd'hui, vous en envoyez combien des newsletters par mois? Entre 1 et 2. Ok. Dans l'idée, moi, ce que je conseille aux petites marques, c'est déjà d'essayer de se stabiliser à 2. Je trouve qu'on est sur un rate qui est pas non plus trop important, sachant que il peut y avoir des news qui sont plutôt segmentées, donc qui sont pas adressées à toute la base. Si on prend en compte qu'il y a 5 ou 6 temps forts dans l'année, qu'on communique aussi sur des produits, sur des pages catégories, ou tout simplement sur des informations, les coulisses de la marque, etc.
on peut facilement trouver 24 mails à envoyer dans l'année. Et pour le coup, pour commencer, ça permet déjà d'avoir quand même une récurrence. Sans cette récurrence, c'est difficile de se dire que ça fonctionne pas. Et par contre, ça demande quand même un minimum de process à mettre en place. Tout à l'heure, tu disais que tu avais à peu près 3 mois de visibilité sur ce qui va être publié. Mais dans l'idée, est-ce que ces newsletters, elles sont préparées un petit peu en amont, ou est-ce qu'on va ça va monter une newsletter sur Klaviyo, on la programme, on l'envoie ce soir, quoi. Elles sont préparées un petit peu en amont. Ouais. Mais pas 3 mois. Ouais, non, mais il n'y a pas besoin de 3 mois, mais... Non, mais elles sont préparées un petit peu en amont, et puis après, on est 3 dans la société, donc on essaye tous les 3 de la relire, de voir un petit peu ce que ça donne. Yeah. Et voilà. Dans l'idée, un petit déroulé que vous pouvez suivre si vous voulez mettre ça en place, c'est d'abord éditer votre calendrier de contenu, donc votre plan d'animation commerciale. Derrière, utiliser des templates, donc créer des templates sur Klaviyo, sur Sendinblue, pour que ce soit facile en fait à chaque fois de créer un nouveau mail. Il faut idéalement que vous fassiez une petite trame aussi. Ça peut être de mois en mois, ou sur 2 mois, ou sur 3 mois, de tous les mails qui vont être envoyés avec rapidement l'objectif du mail, à qui il s'adresse, les résultats attendus, etc. Peut-être les médias, la vidéo, la photo que vous voulez intégrer. Et ce qui vous permettra, en fait, en faisant cette base, de semaine en semaine, de pouvoir facilement préparer des newsletters, peut-être une semaine en avance, les programmer et être dans une logique où ça roule et on n'est pas dans un dernier moment, au dernier moment, tout le temps envoyer la newsletter à se dire il faut absolument qu'elle parte ce soir, etc. Donc ça, c'est déjà bien que tu sois dans cette logique. J'aimerais bien qu'on soit dans cette logique aussi. Et il y a un truc qu'il faut pas oublier derrière, c'est tout le temps de prendre le temps, et ce temps, on l'oublie souvent, c'est de revenir chaque mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois sur ce qui a été envoyé, de se dire oh là, il y a eu un beau taux d'ouverture, l'objet de mail qu'on a dû envoyer devait être intéressant, il y a un beau taux de clic, ce mail a généré du chiffre d'affaires, qui permet de mois en mois d'améliorer la qualité de ce que tu fais et tes résultats, quoi. Ok. Quitte même à ralentir sur le flux des newsletters. Moi, je suis plutôt de l'école où faut le faire avec le cœur, on va dire, et parfois quand on se force trop, quand c'est trop mécanique, on peut vite perdre du crispy dans la newsletter, où on peut vite perdre l'intérêt à communiquer. Donc faut pas non plus trop s'écarter de ça parfois, et justement en prenant le temps d'analyser, on peut comprendre un petit peu mieux vers quoi on va, et où on trouve le bon point d'équilibre entre le flux des mails et les sujets qu'on aborde. Donc là sur 12 mois, on avait fait une projection. Victor, je sais pas si tu voulais passer à cette étape. Rapidement, sur 12 mois, 2 newsletters par mois, on a 24 emails dans l'année. Sur 12 mois, on peut déjà avoir une newsletter par mois où on fait vraiment quelque chose pour moi qui est très orienté produit, peut-être produit, focus sur une catégorie en particulier. On peut avoir 5 ou 6 temps forts, même plus. Ils dépendent aussi de vos business, les temps forts. Pour toi, Xavier, tu disais qu'il y avait les fêtes de Noël, la fête des mères, l'été avec tout ce qui est stick anti-moustique, le mois du bébé. Ça peut vite faire 5-6 newsletters aussi. Et peut-être que dans l'année, tu vas mettre en avant 4, 5, 6 mails très informationnels où tu as fait du contenu, tu as organisé un événement, tu veux prendre la parole, et tu auras peut-être envie aussi de faire un petit peu de promotionnel. Je crois que vous en faites un tout petit peu de promo sur votre site. Il y a un petit... Des fois, vous avez des fins de série, des choses comme ça, non ? Non, on a fait On avait un onglet les bonnes affaires. Ouais. Quand il y a des produits qui ont des petits défauts d'étiquetage ou des choses comme ça, Ça, c'est intéressant. on fait des promos là-dessus. Ça, c'est intéressant, tu vois, de pousser de temps en temps à ta liste, et en toute transparence. Moi, je trouve ça cool, tu vois, de dire, les produits, ils n'ont pas de problème, mais juste, il y a eu un petit défaut, on vous fait une petite ristourne.
Et ça peut faire l'objet d'un mail assez sympa, je pense. Ok. Ouais, carrément, c'est assez rare. Pourquoi Ouais, c'est vachement rare, ouais. Ouais, et puis ça peut être aux super clients, hein, les super ristournes. Je sais pas ce que vous utilisez actuellement pour vos rédactions de mails ou même pour votre gestion du temps. Vous avez un outil en particulier, un Trello, quelque chose comme ça, non? Non, Ouais, c'est C'est tout. intéressant. ouais, C'est tout sur. C'est tout à l'ancienne. Hein. C'est tout ouais, sur ok. Word, Excel. J'ai cru que tu allais me dire papier, là. Non, non, non. Ouais, Et encore que ça ouais, ouais. pourrait. C'est sur le Ouais. tableau, là. Bah pourquoi pas, moi j'aime beaucoup les supports écrits, mais après ce qui est intéressant c'est de les passer dans le numérique, et notamment là un outil qu'on utilise et que beaucoup de gens utilisent de plus en plus, je pense que tu as dû en entendre parler, c'est Notion, Notion. C'est un outil un petit peu comme une grosse base de données avec différentes vues, on va dire. Dit comme ça fait un peu flipper, mais plus simplement, en fait, ça te permet d'avoir des pages dans lesquelles tu vas rédiger, mettons, du contenu. Et dans ces pages, tu peux avoir différentes vues. Donc, ça peut être autant un tableau qu'un calendrier, qu'une vue en grille avec des cartes, un petit peu des post-it, que une vue très droite comme un Word. Et en fait, ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est que ça te permet de déjà gérer, par exemple, toute une prod de contenu sur un trimestre, sur un an, en ayant une vue macro, une vue planning et une vue plus contenu, une colonne avec les idées, une colonne avec les productions en cours, une colonne avec les productions en relecture, et une colonne avec les prods prêtes à envoyer, etc., etc. Je te ferai passer et d'ailleurs on le mettra dans la description du podcast. On mettra un petit template en calendrier de contenu qui vous permettra et qui te permettra de t'organiser et surtout de collaborer avec Marine et avec Manon. Ça peut être super intéressant justement de pouvoir vous faire passer la balle de façon plus rapide. Je dis pas que la suite Google n'est pas utile, bien au contraire. Moi, j'utilise principalement pour la partie Drive, mais c'est vrai que pour toutes ces logiques-là, plus liées à du contenu, l'outil Notion commence à se positionner un petit peu en tête par justement son hybridation, on va dire. Ouais, bah avec plaisir si t'as. Carrément. Ok. Donc si je répète un petit peu les étapes, donc un calendrier de contenu, après donc passer à la partie rédaction, des mails, sélection des éléments visuels, donc utiliser un maximum des templates Klaviyo que vous aurez mis en place un petit peu en avant, ou peut-être des templates que vous utilisez déjà. Passer un temps ensuite à la diffusion, tu me coupes Victor s'il y a des éléments que j'oublie. Et ensuite, bien sûr, prendre un temps sur la mesure, et ça, vraiment le comprendre dans votre calendrier, comprendre qu'il y aura un temps pour l'analyse, la réflexion et la décision pour les prochains temps de production. On a parlé de l'intérêt de l'email marketing, des flows, on a parlé de tout l'aspect newsletter, de la segmentation. Si on devait lister, on va dire, un ensemble de tâches que tu pourrais essayer d'activer rapidement, pour moi, ce serait d'aller compléter tes flows, ton starter pack flow avec des flows un peu plus avancés, comme un flow de réactivation et un flow de post-achat, pour maximiser, pour créer des ventes complémentaires, fidéliser les clients de façon automatique en scénario, en flow, créer ce fameux plan d'animation commerciale, le calendrier de contenu, et commencer à mettre en place la routine. Mais tu l'as déjà fait en partie, mais consolider, on va dire, cette routine d'envoyer des newsletters de façon récurrente, segmenter la base en même temps, et derrière, avoir une bonne organisation, utiliser les bons outils pour arriver à garder le rythme, parce que c'est ça qui comptera à terme, et surtout prendre des temps pour analyser la performance. Donc 4 ou 5 grosses recos et un gros potentiel, je pense, de vente, enfin d'augmentation de CA sur toute la partie newsletter, plan d'animation commerciale, qui pour le coup est pas trop activé de votre côté. Ok. Merci pour tous ces conseils.
Bah écoute, j'espère que tu pourras les mettre en application avec ton équipe. C'est le plus important. On le dit souvent, la stratégie c'est bien beau, mais c'est quand il faut passer à l'action où on voit les vrais. Bon, bah, du coup, on a bien fait le tour. Merci Xavier pour ta présence dans ce premier épisode du podcast. C'était super cool d'échanger avec toi. On espère qu'on a réussi à t'apporter un petit peu de valeur. Carrément. Merci à vous pour ce temps. C'était vraiment intéressant et enrichissant. Plein de nouvelles choses à mettre en place. Bon, trop cool. On remercie également tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout et vous pensez que vous pourrez retrouver un ensemble de sources et de contenus en description du podcast, de la vidéo. Et de notre côté, on vous dit à bientôt dans l'arrière-boutique.